Bonsoir à toutes et à tous. Un an après l'ouverture du septennat des grandes opportunités, l'heure est à présent au bilan. Le chef de l'État, Paul Biya, avait, au cours de sa prestation de serment, posé les jalons de cette autre mandature sous le signe de la croissance économique, l'amélioration du cadre de vie des Camerounais, l'intégration sociale des jeunes ainsi que le retour à la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un an plus tard, nous évaluons ce qui a déjà été fait pour mener à bien cette vision du président de la République. Et s'il y a un parti qui n'est toujours pas sorti du processus électoral d'octobre 2018, c'est bel et bien le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le parti rythme la vie politique et la libération de ses leaders après 9 mois de prison n'a pas suffi à taire ses ardeurs. En quelques jours, le parti s'est vu opposer une fin de non-recevoir dans sa volonté d'organiser des manifestations, que ce soit à Ebolova ou à Yaoundé. Le parti de Maurice Kamto s'est engagé dans un véritable bras de fer contre les autorités en place que cache la systématisation des interdictions de manifestation au Cameroun pour les partis politiques de l'opposition et du MRC en particulier. Et puis ce soir, nous marquons un temps d'arrêt sur la suspension du Cameroun de l'African Growth Opportunity Act, en abrégé AGOA. L'annonce a été faite la semaine dernière par le président américain Donald Trump, la cause étant la violation persistante des droits de l'homme commise par les forces de sécurité camerounaises. Une suspension qui, selon la presse locale, n'aura pas un véritable impact sur l'économie du pays. Cependant, on s'interroge sur l'enjeu d'une telle décision américaine. Quel avenir pour la coopération entre les deux nations? Autant d'interrogations qui constitueront l'ossature de cette émission Chantier politique. Et pour en parler, nous avons convié, comme à l'accoutumée, des personnalités triées sur le volet pour vous permettre d'appréhender au mieux ces questions brûlantes d'actualité. Je commence par les accueillir. À ma droite, Omali Zanga, président de la section OJR-DPC dans le Fundi 2. Bonsoir et merci de nous faire l'honneur de votre présence. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir renouvelé de me retrouver ici à HTV, accompagné de mes copanélistes. Je pense que la fête du 6 novembre se prépare bien. Oui. L'activité politique au Cameroun, je crois qu'elle se porte très bien. Oui. Donc, on va en parler. On va parler de cette actualité politique et surtout de ce fameux 6 novembre qui est une date historique et même mémorable pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il y a de cela 37 ans exactement, le président Paul Biya accédait à la magistrature suprême. Ce sera donc la célébration du 37e anniversaire, mais surtout la première année du septennat des grandes opportunités que nous allons évaluer tout au long de cette émission. Deuxième invité sur cette tribune, Maurice Kemou, membre de la commission de communication du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Maurice, bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir à mon copanéliste et puis bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé de vous avoir sur ce plateau. Ça fait quand même beaucoup de temps qu'on ne vous a pas eu avec nous. Merci. Oui, ça fait 2 ou 3 mois par là et en tout cas c'est toujours un plaisir de revenir et partager avec vos téléspectateurs ce que le MRC a bien voulu préparer pour nous ce soir. Nous attendons encore notre troisième et dernier invité sur ce plateau. Mais en attendant, je me retourne vers vous, Omali Zanga. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est déjà en effervescence pour la célébration du 37e anniversaire de l'accession de son champion à la magistrature suprême. Mais j'aimerais qu'on revienne à cette première année qui vient de s'achever. Cela fera dans quelques heures, un an jour pour jour, que Paul Biya a prêté serment devant les Camerounais pour le septennat des grandes opportunités cette fois-ci. Comment avez-vous apprécié cette première année du septennat des grandes opportunités du chef de l'État? Ok, merci de me donner la tribune de parler du septennat des grandes opportunités. J'allais dire à l'an premier des grandes opportunités du président de la République, son Excellence Paul Biya. Ce qu'il faut déjà rappeler, c'est que cette première année du septennat des opportunités a été marquée par la crise anglophone du Nozo,
Et le président de la République en a fait un cheval de bataille. Oui. Il a voulu, avant de lancer son septennat, mettre en œuvre un programme de dialogue national et de paix dans toutes les régions du Cameroun. Ça a pris le temps que ça a pu prendre, mais avec l'annonce du grand dialogue national et les grandes résolutions que cela a pu engendrer, je pense que nous pourrons, dans quelques heures, démarrer véritablement avec le mandat des grandes opportunités. Vous êtes sans savoir que l'Assemblée entre à l'hémicycle dans quelques jours également. Normalement, c'est ce mois de novembre. C'est ce mois de novembre, donc ce sera véritablement l'envol. Je ne voudrais pas rentrer ici dans les secrets de Dieu, mais je crois que les résolutions du grand dialogue seront implémentées au niveau de l'Assemblée nationale et beaucoup d'autres choses. Nous aurons de très, très, très grandes surprises. Maurice Komou, je reviens à vous. Vous êtes un acteur politique. Vous aviez suivi il y a de cela un an le discours du chef de l'État, Paul Biya, qui avait mis un point d'honneur sur la question de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, l'accélération de la croissance économique tout au long de ce septennat. Nous n'en sommes pas encore à la fin, mais une année après, quelle est l'évaluation que vous pouvez en faire? Écoutez, c'est d'entrée de jeu, je dois vous dire, il y a tous vos téléspectateurs que après le scrutin présidentiel, vous savez que les MRC a lancé un plan national de résistance parce que nous contestions. Les MRC est resté dans la contestation des résultats du scrutin. Voilà, on est d'accord. Même actuellement, nous y sommes toujours. Oui, mais ça n'exclut. Le hold-up électoral continue. Mais je voulais d'accord sur ce point-là. Pour dire que, oui, ça a été un septennat de trop. Maintenant, s'il faut évaluer la première année de ce septennat-là, il faut quand même le dire, c'est un chaos. Parce qu'il y a des foyers de tension dans tout le pays et nous sommes au bord d'une crise. D'une crise véritablement qui peut embraser tout le pays. Parce qu'il faut quand même le souligner. Oui, le président Biya a annoncé un certain nombre de choses, mais oui, ok. Je pense que le point le plus important, c'était la résolution au début de son discours, la résolution de la crise anglophone. Il a convoqué ce qu'ils ont appelé un grand dialogue national. Maintenant, si on a convoqué le grand dialogue national et que l'objectif était de résoudre la crise anglophone. Un mois après ce grand dialogue-là, aujourd'hui, plus d'un mois, est-ce que la crise est résolue? Il va de soi que la réponse, c'est non. Ça veut dire que le grand dialogue a échoué, tout simplement. C'est-à-dire que si vous avez convoqué une solution pour résoudre un problème et que à la fin, il y a des persistances, le problème reste, ça veut dire que la solution n'était pas adaptée. Mais ce n'est pas la solution du dialogue qui n'était pas adaptée. C'est-à-dire que c'est la manière qu'on a mené ce dialogue-là. Parce qu'il faut se rappeler quand même que s'il a fallu que M. Biya et son gouvernement attendent qu'il y ait 3000 morts, 3000 morts, pour comprendre qu'il faut convoquer un dialogue, pour attendre qu'il y ait, j'allais dire, 1000 déplacés internes et externes de notre pays, que effectivement l'économie des régions du nord-ouest et du sud-ouest soit à terre, pour comprendre un mot à 3 syllabes, dialogue. Parce que nous, à MRC, on a appelé au dialogue depuis même le début de cette crise. Si vous lisez le préambule de notre projet de société, dans ce projet-là, nous avons indiqué clairement depuis 2012, date de lancement du MRC, qu'il y avait une crise appelée cela crise anglophone ou crise dans ces deux régions-là, mais qu'il y avait une crise dans ces deux régions. Et je dis bien non, mais écoutez, je dis bien, on sentait déjà qu'il y avait un problème. On allait non dialoguer avec qui? Ce qu'il dit, c'est que depuis 2012, le problème anglophone se faisait déjà ressentir. Le problème a commencé en 2016. Moi, je m'inscris. Mais nous disions déjà, vous aurez l'occasion de réagir, mais je voulais dire, en 2012, dans le préambule de notre projet de société, on a signifié clairement qu'il y a un problème anglophone au Cameroun et qu'il fallait
trouver des solutions pour résoudre ce problème-là. Oui. On ne nous a pas écoutés. En 2016, les problèmes ont commencé à part ce qu'on a appelé les revendications corporatistes, oui. Et ça a mené à ce que nous savons aujourd'hui. La solution que le gouvernement a attendue après 3 ans, c'est le grand dialogue. Ce que nous avions demandé, c'est bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette solution, ce grand dialogue-là est de nature à avoir apporté des solutions à cette crise-là? Nous disons non, tout simplement. Et on voit aujourd'hui que les grandes puissances internationales nous demandent encore de reconvoquer notre dialogue parce que vous ne pouvez pas vouloir résoudre un problème et exclure ce que je vais dire entre guillemets les ennemis. Parce que fait Ayoub Tabé en prison alors que les sécessionnistes vous disent que c'est leur président? Si vous voulez dialoguer et résoudre la crise, mettez-le sur la table. Mettez le professeur, le président Luc Kamto sur la table, etc. Donc vous ne pouvez pas discuter, vous ne pouvez pas discuter avec vos amis et attendre qu'il y ait des solutions. D'accord, je vous redonne la parole tout à l'heure. Le temps pour Omali Zanga de réagir. Maurice Kemo soulevait tout à l'heure un aspect que cela fait déjà 1 mois que les recommandations sont sur la table du chef de l'État. L'on espérait peut-être qu'il y ait une certaine célérité dans leur implémentation. Comment comprendre que jusqu'à ce jour, l'implémentation ne suive pas? Ok, merci. Je voulais déjà rappeler à Maurice que le MRC me semble être un parti, j'allais dire, agité. C'est-à-dire, ils aiment l'effervescence. Et en politique, l'agitation seule ne suffit pas. Parce que, comme vous le savez bien, l'agitation n'est pas un signe de vitalité. Peut-être que vous êtes en train de vouloir démontrer aux Camerounais que vous existez. Mais je crois que ce n'est pas la bonne méthode. Parce que lorsque vous parlez de 2012, vous êtes sans savoir qu'au Cameroun, et je persiste, le problème n'est pas la crise anglophone. Parce que lorsqu'on parle de crise anglophone, immédiatement, on voit la langue. Vous savez que nous sommes d'abord Camerounais. Ce n'est pas une question de langue, c'est une question des régions. Les anglophones, en fait, les Camerounais de la partie anglophone, ont fait un certain nombre de revendications, ce qui est normal. Je crois que les revendications qui ont été faites dans la partie anglophone, on peut les retrouver au nord, au centre et un peu partout ailleurs. C'est normal. En tant que Camerounais, c'est normal. Nous avons dit non à un moment donné au dialogue parce que la revendication est partie d'une revendication corporatiste à une revendication sécessionniste. Je crois que dans aucun pays au monde, on ne peut tolérer cela. Le président, lorsqu'il a posé les jalons du dialogue, il a dit que le Cameroun est un et indivisible, sauf si le MRC estime qu'ils vont gouverner une partie du Cameroun. Ça, c'est la première chose pour ce qui est de la crise anglophone. Pour ce qui est du dialogue, vous savez, c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'un parti naît, il faut qu'il apprenne. Je crois qu'il y a quand même suffisamment d'intellectuels dans le MRC. Mais les réactions de ces intellectuels me surprennent à chaque fois. Parce que lorsqu'on parle d'un dialogue, le dialogue ne signifie pas qu'après le dialogue, par un coup de bâton magique, tout est arrêté. Non. Ce qu'il faut rappeler, c'est que dans les régions du Nozo, il y a un calme qui est revenu, qui est, je vais dire, relatif, mais il y a beaucoup plus de sérénité. Si vous regardez la télé, les activités ont repris. Maintenant, sérieux, là? Je dis bien que les activités ont repris. Maintenant, pour ce qui est des recommandations, vous savez, les recommandations qui ont été prises ont été suffisamment fortes. Ce n'est pas après le grand dialogue qu'on valide tout. Il faut étudier la faisabilité. Vous savez que le problème de la diaspora n'est pas un petit problème. Oui. Le problème de la double nationalité n'est pas un petit problème. Oui. Maintenant, il faut réfléchir. On a donné la possibilité au chef de l'État d'évaluer qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui nous permettra d'avancer et qu'est-ce qui nous permettra d'aller vers notre émergence. Alors, sauf que vraiment, si vous permettez, il y a effectivement le problème de timing qui se pose. C'est que plus le temps passe, plus on compte les morts. C'est aussi, je crois que si on compte les morts aujourd'hui, si on compte les morts, c'est à tort. Vous savez, en tant que Camerounais, il faut déjà être vrai avec nous-mêmes. Parce que le problème qui a été posé au niveau du grand dialogue national dans les deux régions, c'était d'accélérer d'abord la décentralisation. Je crois que tout le monde a été
unanime qu'il faut accélérer la décentralisation. Le deuxième point qui a été retenu, et je crois que tous les Camerounais, de façon générale, sont d'accord, c'est qu'il faut autonomiser les deux régions, c'est-à-dire de leur donner un statut spécial. Et je crois que cela sera fait. Oui. Le président peut le faire, soit par décret, mais je crois qu'avec l'entrée des députés à l'Assemblée nationale, ce sera beaucoup plus porteur. C'est-à-dire que si c'est fait par loi, c'est-à-dire qu'on vote des lois dans ce sens-là, ce sera beaucoup plus fort. Et laissons donc l'Assemblée nationale lancer sa session et qu'on voit ce qui a été prévu à l'ordre du jour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer par juger le grand dialogue un mois après. Je voudrais revenir sur une chose. Il a dit tout à l'heure que le gouvernement de Biya, de M. Biya, s'est assis avec ses amis sans Ayoub Tabé, sans le professeur Maurice Kamto. Donc, ils estiment qu'au Cameroun, avec tous ceux qui ont participé, plus de 300 participants, parce que le professeur n'était pas là, alors ce n'est pas un dialogue. Vous voyez que vous êtes tellement... vous vous rabaissez tellement. Merci. Parce que le professeur Maurice Kamto est un Camerounais comme tous les autres. Et je crois qu'il a été invité au grand dialogue. Il a refusé de participer, mais nous avons été surpris de participer à un dialogue de 3 minutes. Le MRC a été invité au dialogue. Pas le professeur Maurice Kamto parce qu'il était en prison à ce moment. Bon, nous supposons. Le MRC, on dit oui. Mais qu'est-ce qu'il allait faire en prison? Il est allé en prison parce qu'il avait des débats avec la justice. Oui, j'aurais juste voulu faire cette précision. Et je crois que c'est le MRC qui a été invité au dialogue. C'est parce qu'il précise. Il dit le professeur Maurice Kamto. Je pense qu'au Cameroun, lorsqu'on parle du professeur Maurice Kamto, on parle du MRC. S'il se détache du MRC, qui est le parti, il sera simple citoyen. Il sera un acteur. Maurice Komou, votre évaluation sur ce grand dialogue national pour le MRC, c'était pratiquement peine perdue, tel que vous l'avez martelé tout à l'heure. Ça a été un échec, vous l'avez dit encore. Qu'est-ce qui n'a pas marché au sein de ce dialogue? Est-ce que les acteurs, les participants, on a parlé de plus de 300 qui étaient représentés, les leaders anglophones, on a vu le cardinal Christian Toumi, on a vu le chairman John Fundi, on a vu l'élite anglophone présente au cours de ces assises. Est-ce que la seule absence de Kamto Maurice et de Sissoko Ayoub Tabé suffit à délégitimer ce processus, ce dialogue? Le dialogue a échoué au niveau d'abord du contenu. Oui. Vous ne pouvez pas, si tant est qu'on voulait faire le dialogue pour résoudre la crise anglophone, définir le canevas, le cadre dans lequel ce dialogue va se tenir. Oui, il fait bien de dire que le président Biya a dit que le Cameroun va rester un indivisible et que ce dialogue-là va rester dans le cadre de notre Constitution, qui est dans la loi fondamentale. Très bien. Le contenu, alors, si les sujets qui ont été mis à l'ordre du jour ne permettent pas de résoudre la crise anglophone. Lesquels, par exemple? Lesquels sujets? La forme de l'État. Je vous rappelle également... Je vous rappelle que la forme de l'État a été discutée. Non. Écoutez, on a dit que le Premier ministre est levé pour dire on parle pas de la forme de l'État et qu'il fallait... Il passait le temps à recadrer des gens, mais notamment dans la commission de décentralisation. Ce que vous ne savez pas. On ne parle pas de la forme de l'État. Vous allez me répondre tout à l'heure. Je vous ai écouté. Ce que vous ne savez pas, parce que effectivement la forme de l'État a été discutée. On a parlé du fédéralisme, on a parlé de l'État unitaire et décentralisé, et on a trouvé un terrain d'entente. Qui est quoi? Qui est la forme spéciale des deux régions, qui est dans la Constitution. Même si c'était cela, le MRC le proposait. Vous avez écouté pendant la campagne présidentielle où nous disions qu'il va falloir qu'on discute de la forme de l'État. Et nous, ce que nous mettions en avant, c'est que, OK, le Cameroun, on peut discuter du fédéralisme, on peut discuter de la décentralisation que vous n'avez pas arrivé à mettre sur pied depuis 23 ans. C'est aujourd'hui que vous venez dire que vous allez accélérer la décentralisation. C'est un processus, peut-être que vous le savez pas. Depuis 23 ans. Oui, c'est un processus. Lorsqu'on déclare la décentralisation, on prend du temps pour la mettre en compagnie. Allez-y. Mais je dis tout simplement que s'il faut évaluer la mise en place de la décentralisation depuis la Constitution de 96, oui, là on est d'accord. Maintenant, si on reste dans notre grand dialogue, nous disons
les gens ne peuvent pas vous dire qu'ils veulent se séparer de vous. Vous les invitez pas sur la table. Vous allez prendre donc les modérés, dont les John Fundi et autres acteurs qui avaient participé. Qui ne sont pas camerounais. On ne refuse pas. Personne ne dit qu'il ne fallait pas qu'ils ne participent pas. Mais ceux-là même qui sont concernés directement, dont les jeunes qu'on a vus là par ce Palais Congrès, c'est eux qui coupent les têtes des gens dans les gros. Non, mais je dis, il y a les commanditaires. Et les commanditaires, on les connaît. Ils sont aux États-Unis. Ils financent cette guerre-là qui nous est imposée. Non, mais est-ce que vous les avez je vous en prie. Et celui qui les représente est en prison. J'aimerais vous relancer dans cette question. Sissoko Ayoktabé, depuis la prison d'Onkonengui, avait martelé. Il avait dit qu'il ne discuterait que sur les modalités de la séparation du Cameroun. Et parmi ces préalables, il y avait par exemple le fait que les Nations Unies interviennent en tant qu'observateurs. Il y avait également le fait que la France et la Grande-Bretagne soient également présents à une hypothèse de dialogue. Cela va de soi que l'on s'acheminait vers un processus de séparation du Cameroun. Quand on sait le lien historique que le Cameroun a avec ces deux pays et cette organisation notamment. Absolument. Alors, allait-on dialoguer de la séparation du Cameroun? Et c'est l'inquiétude qu'a souligné au Mali tout à l'heure. Vous pouvez avoir un ennemi. Oui. Vous invitez cet ennemi sur la table et vous discutez. Pendant la discussion, il peut même changer d'avis. Vous essayez de le convaincre. Mais voilà. Oui. Mais ça n'a pas été fait. Et je dis encore que ces gens, ces sécessionnistes, vraiment, tout Camerounais sérieux, pour nous, MRC, la sécession n'est pas une option. Oui. On a dit qu'on pouvait discuter sur la forme de l'État. On peut adopter le fédéralisme ou bien aller vers une décentralisation poussée en accordant donc un statut spécial aux deux zones anglophones. Nous, on l'avait déjà dit pendant la campagne présidentielle. Donc, ce n'est pas comme si vous trouviez une solution qui venait ex nihilo. Nous, on l'avait déjà proposé. Donc, je dis tout simplement que ça a été un échec. Et maintenant, après les présidentielles, il y a eu quand même des revendications. Donc, vous n'allez pas faire comme si... Et je vous rappelle que selon les chiffres d'Elecam, le président élu, le professeur Maurice Kamto, a été deuxième à l'élection présidentielle. Je vous rappelle que selon ces mêmes chiffres, il vous a quand même battu dans la capitale économique de notre pays. Ce n'est pas rien. Donc, vous n'allez pas faire comme si c'était quelqu'un qui n'a pas aujourd'hui un certain poids politique. Et vous savez que le MRC rythme la vie politique et le professeur Maurice Kamto est quand même la figure politique la plus en vue aujourd'hui au Cameroun. Donc, il faut le dire, vous dire, non, c'est quelqu'un qui devait prendre part à ce dialogue. Sauf que nous avons posé des préalables. Il était question qu'on libère d'abord le président élu, le professeur Maurice Kamto, et toute la coalition gagnante autour de notre parti, qu'on libère d'autres prisonniers politiques, voilà, et qu'on mette un cessez-le-feu, qu'on déclare un cessez-le-feu, et qu'on convoque donc justement les parties prenantes sur la table, et qu'on ne restreint pas le cadre du dialogue. Il fallait qu'on discute de la forme de l'État, et vous avez très bien vu que oui, on a un peu souligné, mais je dis chaque fois, le Premier ministre prenait la parole pour recadrer des gens et dire qu'on reste dans le cadre du format qui a été prévu pour cela. Omali Zanga, est-ce que le fait de libérer, tel qu'il le martèle, les prisonniers séparatistes qui, pour certains, se trouvent encore, et je parle notamment des leaders, ont été condamnés à perpétuité, se trouvent encore aujourd'hui incarcérés à la prison centrale d'Onkonengui, n'aurait pas été suffisant pour décrisper un tant soit peu l'atmosphère aujourd'hui? Là, je vous emmène sur le terrain où vous avez été informé, comme moi, de la décapitation de cette dame, gardienne de prison, de la décapitation de cet officier de police dans la ville de Bamenda. Est-ce qu'une libération tous azimuts des prisonniers anglophones n'aurait pas permis de décrisper un tant soit peu l'atmosphère et permettre effectivement à ce que les recommandations qui ont été appliquées, qui ont été adoptées lors du grand dialogue national puissent être implémentées véritablement sur le terrain? Je crois que j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas concerné par ce qui se passe au Nozo. Et ça me choque un peu. Non, ça ne va pas vous choquer, je vous pose des questions. Parce que... Omali Zanga, je vous pose des questions essentiellement. Voilà, il n'a pas besoin d'avoir un parti pris. Ça me choque parce que moi j'ai des gens qui sont là-bas. Moi également. Voilà. Lorsque vous vous mettez dans la peau de la maman ou du frère de la gardienne de prison qui a été décapitée, c'est-à-dire mettez-vous dans la peau
de celui qui vit la situation. Non, c'est pas... Et vous allez vous rendre compte que... Là n'est pas le sens de ma question. Je vous comprends. Je vous en prie. Je vais revenir à votre question proprement dite. Oui. Vous avez parlé de la libération. Oui. Là, je parle d'une mesure politique. Ce que je parle d'une mesure politique je vais revenir qui aurait pu permettre de décrisper l'atmosphère. Je vais revenir dessus. Je dis, si vous vous mettez dans la peau du frère du policier ou de la gardienne de prison, vous allez dire au chef de l'État ou aux autres Camerounais de ne jamais libérer ces gens. Parce que quand vous regardez cette vidéo, c'est inhumain. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui est normal, vous ne pouvez pas traiter un être humain de la sorte. Maintenant, je reviens donc sur l'aspect politique. Oui. Pour dire que le président de la République, en tant qu'homme politique accompli et avéré, a libéré, peut-être vous l'avez omis, vous l'avez oublié, non. 300... Je l'ai pas oublié. 333 prisonniers. Oui. Voilà. Et je crois que c'était l'une des premières mesures. Juste, en fait, pendant le dialogue, on a décrispé. Dans les 333 prisonniers libérés, allez voir le contenu. C'est-à-dire qui a été libéré. Maintenant, ce qu'on a retenu, essayez de comprendre pourquoi ceux-là sont retenus. Dites-nous parce pourquoi. qu'il y a des atrocités qui ont été faites. Le MRC a posé des préalables. Et je crois que le préalable phare, c'était la libération de son leader, professeur Maurice Kamto. Ils ont entrepris une démarche et le président, sensible à la position du MRC, a répondu favorablement à leur demande. Favorablement. Donc, à un moment donné, il faut être juste envers soi-même. Il faut être juste. Moi, j'ai vu lorsqu'on a libéré le professeur Maurice Kamto, mais c'était l'effervescence. Tous les militants étaient autour de lui. C'était bien. Pourquoi ne pas reconnaître ça comme acte politique? Le président n'était pas obligé de le libérer. Il n'était pas obligé. Mais il s'est dit, il faut donner une chance au professeur Maurice Kamto. Je vous rappelle que si le professeur... De faire quoi? Une chance de continuer avec sa vie politique. Non, libérer quelqu'un qu'on a arrêté arbitrairement et enfermé pendant 9 mois. Il n'y a pas d'acte de magnanimité là-dedans. De toutes les façons, je vous rappelle... En tout cas, ce que moi je souligne, c'est que le président a plutôt sauvé la face de la justice camerounaise. Non, pas parce du tout. Que je vous rappelle dans quelques... que si le professeur avait été condamné, oui. Si le professeur avait été condamné, il n'allait plus jamais se présenter à une élection. Peut-être vous ne le saviez pas. Condamné pourquoi? Non, lorsqu'on est condamné au Cameroun... Condamné parce qu'on a marché? Non. Parce qu'on a fait des marches blanches? Il ne suffit pas de marcher. Il ne suffit pas de marcher pour qu'on te condamne. Mais la loi est claire. Lorsque vous êtes... Maurice Kamto, il faut quand même préciser que Maurice Kamto était sous le coup d'une condamnation. Voilà. Là-dessus, on va être clair. Maintenant, on peut débattre. On peut étendre le débat sur les raisons de son interpellation et même tout ce qui a suivi, mais toujours est-il qu'il était sous le coup d'une condamnation. Allez-y. Voilà. Donc je voulais donc rappeler à Maurice qu'il faut quand même reconnaître l'acte de bravoure du chef de l'État en libérant le professeur Maurice Kamto. Il n'était pas obligé. Et vous avez vu, lorsqu'ils sont sortis, Valsero a rejoint sa femme en France, il a estimé que vraiment il a été... embarqué dans un tourbillon. Il n'a pas fait une vidéo pour le dire. Mais on sait ce qui se passe. Paul Henri King a fait au moins des vidéos. Mais nous sommes dans un champ politique. Vous n'allez pas dire à Paul Henri King qu'il s'est mal exprimé. Non, il était quand même directeur de campagne du professeur Maurice Kamto. Lorsqu'il sort, généralement quand les gens sortent, ils se mettent autour du leader et repensent leur avenir. Or, lorsqu'ils sortent, Albert Zonga, on ne sait pas où il est. Je crois qu'il est à l'étranger en ce moment. Donc, chacun réfléchit. Selon vous, la coalition autour de Maurice Kamto s'est fragmentée. Elle est extrêmement fragmentée. Au lendemain de cette libération. Oui. Ça veut dire qu'il y a des dessous qu'on a découverts. Et Paul Henri King a dit, parce que, en fait, l'impression qu'on a, parce que je parle d'impression, je reste modeste dans mes affirmations, que le professeur Maurice Kamto ne respecte pas les deals. C'est ce que Paul Henri King a dit. Et que, comme il a annoncé déjà un autre candidat dans le Mungo, il va dire des choses. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de non-dits. J'ai bien peur que les révélations du professeur de Paul Henri King à un moment donné... Il ne s'agit pas... Merci. Nous sommes sortis de la crise anglophone. Maurice Komou. Comme il s'inquiète de l'avenir du MRC et de ses alliés. Il a posé une question. Komou, merci. Il a posé une question sur les condamnés. Nous accueillons sur ce plateau le troisième invité. Je voulais annoncer en début de cette émission. Il s'agit de François Mboké,
Il est le directeur de publication du journal Diapason. Bonsoir François Mbokey, merci d'être là finalement. Merci, vous savez, je suis finalement là comme vous le dites, mais on ne peut pas manquer un grand rendez-vous comme celui-ci. Vous nous prenez lors des échanges. On parlait également, on évaluait justement cette première année du septennat, des grandes opportunités du chef de l'État, un an jour pour jour après sa prestation de serment devant le peuple camerounais. Quelle appréciation faites-vous de cette première année, surtout au plan sociopolitique, marquée par la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Le chef de l'État avait posé ce septennat sous les signes de la résolution de ce conflit. Un an après, est-ce qu'on peut dire que Paul Biya est effectivement sur la ligne de cette ambition qu'il s'était lui-même fixée? Il faut dire, si on doit parler d'opportunités pour la première année de ce septennat, c'est qu'il y a eu beaucoup d'opportunités pour le chaos. Heureusement que le chef d'État a eu cette puissance, cette sagesse de sauver le Cameroun, parce que nous venons de traverser une étape qui nous aurait plongé dans une situation peut-être très regrettable. Beaucoup ne le savent pas. Mais maintenant, sur les plans sociaux, effectivement économiques, cette situation a fait que le Cameroun s'est porté très mal, tel qu'il ne s'est pas porté depuis très longtemps. Vous voyez aujourd'hui, pour payer même les fonctionnaires, il faut aller chercher loin. Et pour payer la dette intérieure, il faut chercher loin. Pour trouver un emploi, c'est devenu encore plus compliqué. Pour alimenter votre famille, c'est encore plus difficile. Donc, autant de choses qui prouvent que l'année n'a pas été du tout facile, ni pour le président, ni pour les citoyens que nous sommes. Et maintenant, l'année aussi a donné une chance pour l'ouverture avec le grand dialogue national que nous avons eu. Cette chance était unique, elle reste encore unique pour le Cameroun parce qu'on a puisé dans tout ce que le Cameroun avait de bonne volonté pour construire une nation. Mais je vous dis, nous sommes aujourd'hui le 5, ça veut dire 31 jours après ce grand dialogue. Beaucoup d'interrogations restent quand même présentes. Où est passé le grand dialogue? Où sont passées les résolutions? Elles sont encore sur la table du chef de l'État, nous dit. Mais si elles sont là-bas, il faut au moins qu'on nous dise à quel niveau elles se trouvent. Le 4 soir, on nous a dit qu'on va transmettre acquis des droits, donc le chef de l'État. Rendu aujourd'hui, nous ne savons pas s'il les a reçus et qu'est-ce qu'il va en faire. On sait qu'il nous a dit, il a appris que le dialogue s'est bien passé et il verra dans quelle possibilité le soir du 4 où il libérait également les détenus politiques. Il nous disait donc il a reçu, en fait il recevra, il attend de recevoir les propositions. Alors le chef de l'État s'était rendu à Lyon. Il a eu droit à un tête-à-tête avec le président Emmanuel Macron. Il a parlé d'un compte rendu de ses assises, un peu comme pour dire qu'il aurait déjà pris la pleine connaissance de ses recommandations. Oui, ça me fait mal de penser que c'est à Paris que nos problèmes vont se résoudre. Je pense que, comme je le dis d'entrée de jeu, les Camerounais sont venus de partout. Ils ont donné de leur savoir-faire, savoir-être. Vous n'avez pas vu d'affrontement au palais des congrès, ni pendant cette période dans une zone du pays. Ça veut dire que tout le monde espérait en ce dialogue une sortie définitive de crise et un début de rebond de notre économie. Parce qu'on ne peut rien faire si l'économie reste terne. Bon, mais rendu aujourd'hui pour nous dire qu'il fallait aller valider les résolutions du grand dialogue à Paris, je trouve que c'est infantiliser le Cameroun. On n'en a pas besoin. Cabral Libi, c'est l'égal de Macron. Alors, si on n'a pas trouvé Cabral qui est ici, qui était à ses assises, qui pouvait résoudre ce problème, aller les résoudre à Paris, je pense qu'on n'aurait pas compris l'intérêt des Camerounais. Merci. Maurice Komou, j'aimerais qu'on parle cette fois-ci du plan économique. Le chef de l'État, Paul Biya, avait annoncé une véritable révolution agricole à travers la modernisation de notre outil de production. Un an après, avez-vous l'impression que nous sommes sur cette ligne de faire de l'agriculture le fleuron de l'économie camerounaise? Écoutez, il va de soi que le côté économique, un an après, est vraiment à terre. Le Cameroun est à terre économiquement. On va parler de la voie tout à l'heure, même comme certains diront que ça ne pèse pas au niveau du PIB du Cameroun. Mais il faut quand même le dire et souligner que aujourd'hui, notre économie est à terre.
cette économie à terre parce que ceux qui nous gouvernent, il y a une bande de gérontocrates qui ont décidé de foudre aux pieds l'économie camerounaise. Cela se voit à travers, y compris des projets qui sont très souvent immatures, auxquels l'État se lance sans mesurer un certain nombre d'éléments. Je vais prendre 2 ou 3. Alors, il me souvient qu'il y a dernièrement, nous avait parlé de l'usine de manioc de Saint-Mélima. Ça date de, je crois, 2016 ou 2017. Et bon, là, on n'est pas encore dans les grandes opportunités. Oui, mais je veux dire que je ne refuse pas, mais je prends des projets pour vous montrer à quel point ces gens-là gèrent mal. On vous fait une usine de manioc, sans manioc. Est-ce que cette usine était donc de nature à, j'allais dire, améliorer les conditions de vie des populations de Saint-Mélima? Aujourd'hui, cette usine est fermée. On vous a parlé des tracteurs des Bolova après le comice agro-pastoral. On voit très bien que ces tracteurs-là sont soit chez des grandes personnalités de la République, soit dans la broussaille à Ebolova. Mais là, je vous parle... On peut prendre le projet du port de Kribi, n'est-ce pas? Pour dire que voilà également un autre projet. Ce port est terminé aujourd'hui, mais les modalités qui ont permis la construction de ce port ne sont pas respectées aujourd'hui parce que l'une des modalités était l'acheminement des minerais, le fer de Balam, etc. En tout cas, l'exploitation minière. Aujourd'hui, ce port n'est pas, j'allais dire, utilisé à 100%. Et on voit encore que ce sont des gros frassous. Alors, j'ai essayé de vous interrompre tout à l'heure parce que le chef de l'État avait certes reconnu que dans le précédent septennat, il y avait eu des insuffisances et que cela devrait être rectifié pour les 7 prochaines années à venir. Donc, je vous demandais votre impression. Est-ce que vous avez justement l'impression que dans la manière de gérer effectivement ces projets, il y a eu une amélioration? Rien n'a vraiment comparativement avancé. Au septennat des grandes réalisations. Je vous réponds clairement, rien n'a vraiment avancé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas sortir du gouffre. Parce que l'économie, on ne fait pas l'économie pour jouer, on fait l'économie pour les populations. Et dans le cadre du Cameroun, notamment pour cette jeunesse-là, qui représente pratiquement 80%, je veux dire, de la population. Donc, pour faire une économie qui profite aux populations, il faut faire une économie qui profite aux jeunes. Oui. Et aujourd'hui, si on regarde le taux d'employabilité, si on regarde le taux de chômage des jeunes, et on est en droit de se dire rien n'a véritablement bougé. Merci. C'est normal. Alors, faciliter l'intégration sociale des jeunes, le chef de l'État l'avait également promis. Tiens, c'était un axe fort, l'un des axes forts de son septennat. Il avait décliné lui-même devant le peuple camerounais. Au Mali, Zanga, aujourd'hui, on a par exemple eu le cas de Saint-Mélima, où des jeunes s'en sont pris à des personnes présentées comme des halogènes sur le simple fait que leur situation socio-économique est des plus précaires. La question de chômage a été soulevée comme étant l'une des causes de ce fait qui a été regrettable. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression effectivement que des politiques publiques ont véritablement été engagées pour sortir ces jeunes de la situation de chômage dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui? Ok, je voudrais déjà revenir sur le cas de Saint-Mélima pour dire que, vous savez, lorsqu'un problème est posé, il faut trouver le mobile du problème, il faut tendre vers la solution. En réalité, le Cameroun, comme tous les autres pays au monde, connaît le problème du chômage. C'est pas une apanage du Cameroun. Non, pas du tout. Mais maintenant, si vous avez suivi le problème de Saint-Mélima, vous allez vous rendre compte que ce sont des jeunes qui se sont affrontés à un moment donné et un est mort. Et c'est à la suite de ce décès que les frères, en fait, la famille du défunt s'est acharnée. Voilà la vraie version. Non, là je vous parle des réunions. Là je vous parle des réunions avec les autorités administratives et les élites, où les jeunes ont également eu à poser ce problème. C'est normal. Lorsqu'il y a des affrontements, il y a des affrontements parce qu'il y a l'oisivité. Oui. Donc voilà, c'est normal. D'accord. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que c'est pas un problème spécifique au Cameroun, le chômage. Maintenant, quelles sont les politiques publiques qui facilitent l'intégration socio-économique des jeunes? Je crois que le Cameroun traverse une période extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Mais je crois que le gouvernement du président Biya
est en train de travailler dans ce sens-là. Vous êtes sans savoir que cette année seulement, il y a eu le recrutement de 1000 enseignants du supérieur. Il y a eu le recrutement de 1000 enseignants du primaire. Il y a eu un autre recrutement de 1000 enseignants du primaire, c'est-à-dire 2000 à l'espace de 2 mois. Et je vous rappelle que ces recrutements vont durer à peu près 4 ans. Et en 4 ans, on va recruter 3000 chaque année. Alors, donc, le problème, c'est celui de la création des richesses. Parce que, est-ce que l'État peut-il supporter la masse des emplois sur lui tout seul? L'État camerounais travaille justement à ce que cette masse soit supportée. Il faut quand même dire que la communauté internationale, pour le cas des recrutements, a quand même... il y a une forte subvention qui est arrivée. Donc, pour ce qui est de l'État camerounais, il faut dire, comme je le disais tout à l'heure, et le copanéliste l'a dit, nous traversons des périodes extrêmement difficiles. Vous savez, pour qu'une économie se porte bien, l'une des conditions, sinon la condition sine qua non, c'est la stabilité. Oui. Lorsqu'il y a une instabilité, bien qu'elle soit d'une façon ou d'une autre maîtrisée, mais elle freine l'économie. Comment nous allons créer des emplois dans cette instabilité? C'est pour ça que j'en appelle justement aux frères camerounais d'en face, qu'ils arrêtent de distraire les Camerounais. À chaque fois qu'il faut réfléchir pour l'économie, on parle d'émeutes, on parle de comment je vais dire ça, de bouleversements politiques. Je crois qu'on n'en a pas besoin. Non, merci. Je voulais faire une précision. Allez-y, parce que très rapidement. Nous sommes dans une économie libérale. Sauf que ce n'est pas l'économie libérale là que nous faisons. Vous comprenez un peu? L'économie libérale, c'est d'abord la concurrence. Vous savez, ce qui est arrivé dans les années 80 où effectivement notre économie a chuté et après nous sommes entrés dans ce qu'on a appelé, en tout cas, on privatisait un certain nombre de biens de l'État, etc., d'entreprises. Mais sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'État est encore engagé dans les entreprises. Or, si on regarde l'ensemble des entreprises publiques aujourd'hui, on se rend compte effectivement que ce sont des gouffres à sous. Regardez par exemple Camerco, regardez Camtel, regardez le chantier naval. On va vous dire Camerco, il faut pratiquement 100 milliards pour relancer cette entreprise. Alors quand l'État par exemple veut également se lancer dans l'entreprise, il faut dire qu'il y a les règles universelles d'évaluation d'une entreprise, que ce soit au niveau de son endettement, que ce soit au plan de sa gestion, etc. Et aujourd'hui, la gestion de ces entreprises publiques représente effectivement un danger parce qu'on met à la tête de ces entreprises-là des gens qui ne pensent pas à la création de la valeur, mais qui pensent consommation. François Mboké, une première année, opportunité pour les jeunes, opportunité pour le Cameroun, opportunité pour l'économie. Vous la percevez? Peut-être, comme je l'ai dit entre les jeux, ça commençait à vouloir pointer, mais vraiment, l'opportunité, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup, effectivement. Mon frère l'a dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas, dans un contexte de guerre, développer votre économie, sauf celle de la guerre. Elle peut trouver son terrain. Bon, maintenant, les populations donc, qui ont besoin d'une autre économie, celle-là un peu plus ou moins saine, pour essayer de remonter leur pente au niveau de leur charge sociale, au niveau de leurs besoins. Cette économie a beaucoup souffert et continue de souffrir. Qu'est-ce qui peut faire donc que les emplois soient créés si l'économie ne marche pas? Il n'y a pas de raison que les emplois soient créés. Au contraire, on assiste à des licenciements tous les jours, à ces entreprises qui n'arrivent plus à payer le personnel, donc à ces départs volontaires et donc le côté social des entreprises est tellement tendu de nos jours que il faut vite faire pour que l'économie reprenne, pour que la masse qui est, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'État ne crée pas de la valeur ajoutée de l'économie, c'est-à-dire l'État est un facilitateur pour que l'économie marche et que les acteurs économiques, donc qui sont des entreprises et autres, puissent faire que l'État recouvre certains dividendes qui lui permettent de tenir ses engagements. Mais tant que ce cercle n'est pas complet, l'État étant dans nos États du Sud,
le principal pourvoyeur de richesse, lorsqu'il vient à en manquer, c'est toute la chaîne de richesse qui est donc touchée. Et tant que nous n'allons donc pas relever, c'est-à-dire il faut déjà qu'on arrête le cycle de violence que nous traversons. Oui. Lorsqu'on les a arrêtés, nous pouvons donc commencer à penser à réinjecter des fonds. Vous avez vu au niveau du gouvernement, on a pris quelques mesures pour les entreprises qui vont s'établir au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, voilà, pour essayer de permettre de soutenir un certain nombre de choses. Mais cela ne peut pas suffire. Personne ne peut mettre des œufs là où on va jeter les cailloux. La sagesse africaine le dit. Il faut qu'il y ait des garanties de sécurité nécessaires. Il faut qu'il y ait des garanties juridiques. Doing business vous parle encore. Vous avez vu que le climat des affaires continue de chuter. Donc, nous avons à travailler sereinement pour, éliminer, c'est-à-dire tous des foyers de tension sociale, parce que tant qu'il y aura les tensions sociales, l'économie va mal se porter. Oui. Vous avez eu des casses l'autre jour à San Mélima. Je ne sais pas qui payera la note. Et vous avez vu encore d'autres violences à Douala, qui payera la note, et d'autres, n'en parlons pas, dans les zones qui sont touchées, comme Maroua et le nord-ouest, voilà, et tout cela. Donc tout ça demande beaucoup d'investissement de la part de l'État. Et malheureusement, il n'arrive pas lui-même à tirer l'épingle du jeu. Vous voyez, chaque année, presque tous les mois, nous sommes obligés d'aller vers les marchés financiers pour nous endetter, ou bien vers les partenaires bilatéraux ou multilatéraux pour nous endetter. Le FMI, nous sommes en train de chercher 50 milliards encore. Autant de choses qui ne permettent pas que nous nous stabilisions et que l'économie puisse reprendre. Merci. Donc, il faut ramener la paix, absolument, et trouver donc des partenaires sérieux qui vont injecter des moyens pour qu'au moins l'économie puisse reprendre. Merci François Mboké. Tout au long de cette première année du septennat des grandes opportunités, le mouvement pour la renaissance du Cameroun est resté dans sa démarche initiale, celle de la contestation des résultats de l'élection d'octobre 2018, une contestation qui a valu à son président 9 mois d'emprisonnement ferme. Aujourd'hui, le MRC se dit prêt à poursuivre dans cette démarche. Je vous donne la parole à vous, Maurice Kemou. Aujourd'hui, le MRC est déterminé à maintenir le cap du hold-up électoral. Des manifestations sont organisées encore et toujours un peu partout dans le Cameroun. On a les cas plus récents d'Ebolova et de Yaoundé où ces manifestations ont été interdites. Comment appréciez-vous la gestion de la question de la liberté de manifester par les pouvoirs publics, cette liberté qui est en permanence demandée par le parti que vous représentez? Écoutez, Cédric, il faut dire tout simplement que nous sommes aujourd'hui en train de rentrer véritablement dans une sorte de dictature. Je crois que le président Biya a quand même dit dans l'un de ses discours qui date qu'il voulait qu'on retienne de lui l'homme qui aurait apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Je crois que pour ce qui est de la prospérité, bon, c'est très loin de nous, peut-être il faut attendre 2035. Mais pour la démocratie, oui, les libertés aujourd'hui posent problème. Les libertés, la protection des libertés fondamentales, c'est l'une, j'allais dire, des principes de la démocratie. Alors, si, tant qu'on est dans un état de droit et donc un état démocratique, et qu'on empêche les gens d'exprimer leur liberté, alors je dis, nous sommes en train de rentrer dans une véritable dictature. Pour revenir notamment à ces manifestations-là qui ont été déclarées. Alors parlons de celle d'Ebolova. Celle d'Ebolova. Oui. On a vu que, effectivement, après la sortie du président élu, le professeur Maurice Kamto, de la prison, nous avons donc initié trois manifestations, Ebolova, Yaoundé et puis Douala, qui va se tenir la semaine prochaine. À Ebolova, le sous-préfet nous a remis un récépissé de déclaration, parce qu'il faut quand même le dire, quand vous déposez une déclaration de manifestation, le sous-préfet devrait vous remettre tout de suite le récépissé de déclaration. Ce qui a été fait. Il nous remet un récépissé, sauf que le même jour, comme par magie, le RDPC décide également de faire un meeting, en fait de déclarer son meeting qui va se tenir ce même 2-là, le 2 novembre passé, et au même endroit. Et on délivre également un récépissé
au RDPC. Voilà donc des incongruités, parce que c'est quand même... en fait, il a délivré une récépissé. Si le RDPC vient demander à manifester à cet endroit-là, mais vous leur demandez d'aller ailleurs parce que cet endroit est déjà occupé. Je crois que c'était la réponse la plus honnête qui puisse être en ce moment-là et dont le sous-préfet devait dire à ces gens-là. Bon, maintenant, c'est même pas ça le problème. Le jour de cette manifestation, parce que l'objet également de la manifestation, c'était tout simplement de présenter au grand public les nouveaux recrues, n'est-ce pas, de notre parti, etc. Alors, vous omettez quand même de dire que la manifestation était interdite. Après... Non, c'est qu'il y a un cafouillage après et on dit il y a risque maintenant d'affrontement. Oui, et donc elle est interdite. Et donc elle est interdite. Oui. Et nous disons non, nous avons eu notre récépissé et on va faire notre manifestation. Et nous, on nous bloque donc à quelques 30 kilomètres de l'entrée de la ville d'Ebolova. On a constaté tout simplement que les élites, parce qu'il ne faut pas plaindre la population, c'est des manœuvres des élites de la population de la zone d'Ebolova qui effectivement n'ont plus rien à apporter aux jeunes de ce coin-là et qui ne veulent pas que ces jeunes-là entendent une autre son de cloche. Donc c'est la vérité. Et aujourd'hui, qu'on interdise à des Camerounais d'entrer dans une ville du Cameroun, je crois que le 2 novembre, le sud Cameroun venait de dire sa sécession. Donc, en fait, ce qui se passe au nord-ouest, c'est ce qui s'est passé le 2 novembre au sud du Cameroun. Donc, vous interdisez aux populations d'entrer dans votre zone et on monte des jeunes qui viennent et vous disent que non, on ne veut pas de désordre dans notre sud natal. Et des ministres, dit-on, d'État sortent pour dire, faire des communiqués pour dire, ici, c'est le terrain, la couleur au sud, c'est la couleur du RDPC et qu'au sud, il ne devrait pas avoir l'existence d'un autre parti politique. Je pense que c'est assez grave et des actes comme ceux-là, je pense qu'il faut les réprimer et les condamner avec la dernière énergie. Au Mali-Zanga, la région du Sud, c'est un bastion électoral du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, région natale du président de la République, Paul Biya, président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais est-ce que cela explique ou justifie le fait que des militants d'autres partis soient interdits d'accès à cette région-là? Je crois qu'honnêtement, il serait quand même maladroit ou, j'allais dire, ce serait un acte de mauvaise foi que de penser que dans une région au Cameroun, on interdit l'accès à un parti politique. Je crois que le Cameroun a quand même ceci de particulier. Alors, les responsables politiques du MRC ont été bloqués à l'entrée de la ville. Je voudrais déjà dire que, contrairement à ce que notre copanéliste raconte, lorsque vous déposez une déclaration de manifestation, on ne vous délivre aucun récépissé. Immédiatement? Immédiatement. Ah, je peux vous lire l'article de la loi, l'article 4, alinéa 3, qui dit que quand vous déposez une demande de manifestation publique, l'autorité administrative vous délivre immédiatement le récépissé. Il dit immédiatement, c'est la loi. Mais non. J'envoie donc vos téléspectateurs à la Constitution. Regardez la loi numéro 055 90 du 19 décembre 90 sur les réunions et les manifestations publiques. D'accord. Peut encore délivrer, c'est peut-être une décharge. Parce que lorsque vous venez avec vous déclarez la manifestation, mais c'est un dossier. Il faut bien que l'autorité se rassure que vous avez pris les dispositions. Il faut qu'il étudie votre dossier. Changez dans la loi, mais je dis la loi entre dans la loi prévoit. C'est pour ça que je dis ce n'est pas immédiat. Donc, je continue à penser que vous n'avez reçu aucun récépissé. Ça circule sur les réseaux sociaux. Hein. Malheureusement, si vous avez une copie, moi je suis quand même curieux de voir ce récépissé. Nous avons déjà fait des déclarations plusieurs fois. Lorsque vous déposez tout un dossier et on l'étudie le dossier, vous ne pouvez pas arriver à 10 heures
vous dites au sous-préfet, donnez-moi un récépissé de manifestation. Il prend son format, il signe, vous remet. Non, alors, non, sauf que nous sommes dans un régime de déclaration. Nous sommes dans un régime de déclaration et donc on déclare la manifestation. Mais on n'a pas besoin d'une autorisation pour manifester. Voilà. Non, on n'a pas besoin d'une... On la déclare et on reçoit effectivement un récépissé. Non, tout dépend. Le sous-préfet en ce moment devient le juge de l'opportunité de cette manifestation. Si le sous-préfet juge que cette manifestation peut avoir un désordre ou encore peut constituer un trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public, il va l'interdire. Ou encore, il n'a même pas besoin de l'interdire. Il ne vous délivre pas ce récépissé. C'est pour ça que, généralement, on prend le temps. Et notre frère a bien fait de mentionner que le même jour, il y avait une autre manifestation au même endroit, je ne sais pas si c'était à la même heure, parce que si c'est le matin et que vous manifestez le soir... Le motif de l'interdiction, c'est effectivement, justement le fait que ces deux manifestations devaient se tenir au même endroit. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas délivré le récépissé. Parce que dites-vous que lorsque vous avez déclaré votre manifestation... Ils disent avoir perçu un récépissé. C'est ça que j'ai dit, moi je suis curieux. Voilà, vous mettez en doute. Je mets en doute. D'accord. Parce que selon la loi, lorsque vous avez déjà la déclaration de manifestation, parce que c'est une déclaration qu'on envoie dans tous les commissariats, dans toutes les gendarmeries, en fait, il y a des ampliations pour que les dispositions sécuritaires soient prises. Et lorsque vous avez déjà cette déclaration, je vous dis, il est difficile que le sous-préfet lui-même revienne à vous interdire cette manifestation, sauf s'il prend par un autre acte, il annule la manifestation. Mais si vous avez le récépissé, lorsque la police arrive, vous présentez simplement le récépissé de manifestation. Parce que le récépissé dont il parle, c'est comme une autorisation à manifester. Comment vous pouvez avoir l'autorisation de manifester et vous dites qu'on vous a refusé de manifester, d'entrer dans la ville? C'est ce qui s'est passé. Pour moi, c'est un peu contradictoire. C'est ce qui s'est passé. Par contre, il aurait pu expliquer ça autrement. C'est-à-dire que le sous-préfet a peut-être, c'est-à-dire je n'étais pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé, a peut-être trouvé un alibi. C'est-à-dire que lorsqu'une manifestation est déclarée le même jour, au même endroit, il est quand même de bon ton pour le sous-préfet d'estimer que si c'est deux partis d'opposition, il peut y avoir affrontement. Et logiquement... Qui a délivré le deuxième récépissé de déclaration? C'est pour ça que j'ai dit, je ne suis pas sûr. C'est le même sous-préfet. Vous nous donnez l'impression allez-y. Vous nous donnez l'impression que le sous-préfet ne lit pas, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais ça peut être une manœuvre. C'était une manœuvre pour saboter la manifestation du MRC. Pour saboter une manifestation, on n'a pas besoin de donner l'autorisation à deux partis. Parce que donner l'autorisation à deux partis, justement, c'est inciter à la révolte et au trouble. Parce que si moi je viens, et prenons un cas simple, vous me donnez l'autorisation d'entrer dans ce studio, ok? Et le propriétaire vous donne également l'autorisation. Quand nous arrivons, mais chacun a l'autorisation d'entrer. Ça veut dire que celui qui a suscité le trouble, c'est le sous-préfet lui-même. Alors, est-ce que vous pouvez donc penser ou imaginer un seul instant que le sous-préfet peut à la fois vous délivrer le récépissé et délivrer aux autres? D'accord, merci. Je n'ai pas l'impression, parce que ça peut lui-même lui coûter quelque chose. Merci. Puisque si vous venez à manifester, de façon violente, mais vous serez dans vos droits. Vous serez dans vos droits. François Bocquet. Je crois que c'est le sous-préfet François Bocquet. Peut être... Au-delà du cas des Bolova, il y a également eu cette manifestation de samedi dernier dans la ville de Yaoundé qui, elle également, a été interdite. Une autre qui est prévue le 9 novembre prochain à Douala, également interdite. Il faut dire qu'il y a quand même une systématisation des interdictions des manifestations publiques lorsqu'il s'agit des formations politiques de l'opposition et du MRC en particulier. Pas seulement, et c'est ce qu'on ne comprend pas. Le président Biava fêtait de mai 37 années de pouvoir. Je suppose qu'il y aura une effervescence sur l'ensemble du territoire. Il nous avait dit qu'il aimerait qu'on lui garde un souvenir de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité économique. Quand je prends le premier volet de la démocratie, on est en train de ne pas la vivre. Et c'est pour cela que je disais, cela ne s'explique pas. La manifestation
de la colère ou de la mésentente ou alors d'une désaffection est le produit de la démocratie. Vous avez vu même des journalistes que nous sommes allés une fois remettre un mémorandum, on voulait lui remettre au Premier ministre de l'époque. Nous étions devant le rond-point de l'immeuble Toile. On a envoyé des gendarmes et des policiers tabasser sur des journalistes qui n'avaient ni stylo, ni rien que la lettre à déposer. Tout ça ne s'explique pas. Vous regardez l'association des journalistes politiques qui veut interroger dans le cadre des activités normales d'une association un homme politique, on interdit. Qui sont interdites, oui. Est-ce que les journalistes ont des armes? Est-ce que le monsieur qu'on voulait interviewer avait des armes? Cela ne s'explique pas. Un candidat a dit que je vais manifester, peut-être pour dire mon mécontentement ou même pour dire ma joie. On interdit. Finalement, où est la démocratie? Qu'est-ce qui manque au Cameroun pour encadrer une manifestation? Je vous dis que beaucoup de pays dans cette Afrique viennent au Cameroun se former en matière de renforcement de sécurité et maintien de l'ordre, maintien de la paix. Ils viennent au Cameroun. Mais s'ils parviennent là-bas à encadrer les manifestations, qu'est-ce qui empêche au Cameroun d'avoir ces moyens? Mais ces moyens sont là. Mais pourquoi les autorités camerounaises craignent-elles de libéraliser l'action des populations? Les populations disent « Nous sommes contents, demain le président aura 37 ans, nous allons lui faire une motion de soutien. » Vous allez voir, toutes les manifestations seront autorisées. Les manifestants du MRC disent « Notre candidat est sorti de prison, nous allons lui faire aussi une ovation. » On dit « C'est interdit. » L'autre côté, Jean-Jacques Ekindi qui sort, il dit « Je veux aussi annoncer quelque chose. » On dit « Tu ne parleras pas. » Je prends des exemples comme cela pour dire « Nous sommes dans une société qui est de 10 poids, 10 mesures, non seulement dans d'autres points de la vie, mais au niveau politique, malheureusement, qui est le plus visible de la société. Lorsque vous le faites, vous ne vendez même pas cher votre pays, vous ne vendez même pas cher votre candidat, qui est le président Biya, à qui on pense régler, c'est-à-dire rendre un service en interdisant des manifestations publiques. Ça n'a pas de sens. Vraiment, à mon avis, un candidat qui dit « je vais manifester », il y a l'objet de la manifestation dans sa demande, vous la regardez, bon, je veux marcher de Toudi à Mokolo, tant que la loi l'autorise, mais vous le laissez marcher. Nous avons des policiers, des gendarmes, pour encadrer la manifestation, qui sont formés et qui sont payés par le contribuable, et donc ces gens à qui on refuse la manifestation, qui sont payés par... Donc vraiment, c'est un fait que nous autres, on n'arrive pas à comprendre. Dire que interdire les manifestations rend service à celui qui veut laisser la démocratie, je pense que c'est travailler plutôt contre sa volonté. Merci. Maurice Kemou, le MRC s'est engagé donc dans un véritable bras de fer avec les pouvoirs en place. Déjà 1 an, le professeur Maurice Kamto en a payé pour 9 mois de prison ferme pour avoir outrepassé effectivement cette règle, cette loi. Alors, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que cette démarche-là pourra porter ses fruits? Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que cela marche et que vous êtes compris par les autorités, par les populations? Je crois que nous sommes compris par les populations. Mais vraiment, certaines autorités publiques, certains sous-préfets zélés doivent arrêter. On a l'impression qu'il y en a certains qui sont là pour protéger, je dis, leur carrière, leur poste, parce qu'ils se disent, non, si ces gens manifestent et que après, parce que la présomption de culpabilité qu'ils ont, c'est qu'il y aura trouble à l'ordre public. Je crois que quand vous déclarez une manifestation, mais que l'autorité administrative mette, et c'est pourquoi justement il y a en tout cas, ce récépissé de manifestation est envoyé à la gendarmerie du coin, au commissariat du coin, etc. C'est pour que les forces de l'ordre viennent encadrer votre manifestation. Je crois que c'est... Et je crois que c'est ce zèle-là qui donne même plus de tonus à ce qui était censé même être banal. C'est-à-dire que nous voulons présenter nos militants, vraiment, à Ebolova. On le fait. Si on a dit c'est de 15h et c'est pas 18h, on le fait et puis chacun rentre. Maurice Kamto dit,
il veut manifester à l'esplanade du stade Omnisport. On parle aux populations. Et puis, laissez même une fois, laissez au moins une fois qu'on manifeste et qu'on voit ici. Parce que, dites-moi, il ne me souvient pas qu'il y a eu une seule manifestation où il y a eu des casses. Dites-moi, depuis que le MRC existe, s'il y a eu une manifestation au Cameroun où il y a eu des casses. À Douala. Où? Non, mais dans ce cas, la loi est claire. Où? Dans le cas des arrestations. Et même s'il y a eu... Non, pas... La loi est claire. Je dis, et même s'il y avait... Je me pense que la loi est claire. Oui. C'est celui qui organise, qui va subir, etc. Donc, moi, je crois que le but de l'autorité administrative, c'est d'encadrer des manifestations. Nous sommes dans un système déclaratif, pas d'autorisation. Vous dites, je veux marcher, on regarde l'objet. Vraiment, si ce n'est pas de nature à déranger l'ordre public, on vous accorde votre récépissé de déclaration et puis vous marquez. Donc, je crois que c'est assez simple. Il faut aujourd'hui, je crois, plutôt parler aux autorités administratives et dire vraiment qu'ils descendent de leur piédestal. Je ne suis pas sûr que le président Biya les envoie de faire ce qu'ils font là. Au Mali Zanga, les lois sur les libertés publiques ont été adoptées en 1990. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que les autorités, tous les événements qui se déroulent aujourd'hui ne devraient pas amener les autorités publiques à reconsidérer leur perception du jeu démocratique au Cameroun, notamment pour ce qui concerne cette question de liberté publique aujourd'hui? Je crois que la loi de 90, c'est quand même... ne se limite pas aux partis politiques. Oui, là c'est une loi sur... Sur la loi, on est clair. On parle de l'application de la loi. Sur l'application, je crois qu'elle est même appliquée. Et l'appliquer, c'est juste que, à un moment donné, le Cameroun, comme je le disais encore il y a pas longtemps, traverse des moments quand même particuliers. Délicats. Extrêmement délicats. Certainement, c'est pour cette raison que les sous-préfets estiment que s'il y a une manifestation à tel endroit, à telle heure, il peut y avoir peut-être trouble à l'ordre public. Alors pourquoi c'est systématique quand ça concerne les forces? C'est pas systématique. Je vous parle des cas du Social Democratic Front, du CPP également, d'autres du MSC qui ont vu leur manifestation interdite. Je crois que le SDF, pour ne pas le citer ici, régulièrement a des déclarations, des récépissés de déclarations de manifestation. Ils ont eu leur congrès il n'y a pas longtemps. Il y a eu de toutes les façons, toutes les manifestations déclarées par le SDF, majoritairement. Non, pas toutes. Je dis majoritairement, les récépissés sont... C'est discutable aussi au niveau de la majorité, parce que on a vu l'honorable Jean-Michel Ninche juste après l'élection. On a vu l'honorable Joshua aussi. Il voulait marcher. Effectivement. Parce que le problème, les marches ont été interdites. Le problème, c'est quoi? Oui. C'est que lorsqu'on parle de marche, je prends un exemple banal. Après l'élection présidentielle, vous voulez contester l'élection, je prends un exemple. Vous voulez contester l'élection. Oui. Vous demandez l'autorisation de manifestation. Lorsqu'on conteste l'élection, vous savez que vos partisans seront avec vous, non? Mais celui qui a gagné a ses partisans, non? Oui. Qui peuvent descendre dans la rue pour dire vous n'avez pas raison. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Alors, donc tout dépend de l'objet, comme disait le co-panéliste tout à l'heure. L'objet qui est mentionné peut être d'objet à discussion. Donc il ne faut pas condamner de fait les sous-préfets. Oui. C'est ça le problème. Si vous voulez tenir une réunion, attends, pourquoi on va vous refuser votre déclaration de manifestation? Mais si vous voulez marcher, vous allez vous rendre compte que les déclarations qui sont récusées ici sont généralement les déclarations, des marges. La marge. Et généralement. Parce qu'on se dit que s'il y a marge... Celle de Bolova, ce n'était pas une marche. Hein? Non, celle de Bolova, vous-même vous avez dit que c'était un cas particulier. Il y a deux partis deux partis politiques. À Yaoundé, c'est-à-dire que, en fait, François Bocquet, je voulais juste ajouter que je ne sais pas pourquoi dans le monde entier aujourd'hui on dit marcher fait du bien à ceux qui font cet exercice. Je ne sais pas pourquoi au Cameroun on comprend pourquoi il y a beaucoup qui meurent aujourd'hui d'AVC, parce que les marches sont interdites. Alors, pour devenir un peu sérieux, les marches pour les partis politiques sont une activité normale. Et un parti politique
pour se faire une opinion, pour marquer des esprits, peut se dire mon objet de toutes les marches sera de contester la victoire du président Biya en octobre l'année dernière. Il va le dire, mais cela ne va jamais empêcher que le président Biya continue de gérer rationnellement et normalement le pays, parce qu'il a été déclaré vainqueur par tous les organes qui ont ce pouvoir. Je vais vous prendre des gens, si vous prenez par exemple l'UPC, vous voyez aujourd'hui, les gens vous parlent toujours des monuments historiques, tout ce qu'ils font parle de là, les monuments historiques. Vous allez à Ouagadougou, vous allez voir des jeunes, on vous parlera de Sankara. D'abord même un peu partout dans d'autres pays africains pour les jeunes de cette période-là. Alors, pour dire que quoi, un parti politique ou une organisation sociale peut se dire, moi, mon objectif, mon leitmotiv, c'est que je vais me focaliser sur tel aspect de choses qui s'est passé, soit pour la dénoncer pour qu'elle ne revienne plus jamais, soit pour m'altérer les esprits pour qu'on n'oublie pas ce qui s'était passé. Et ce n'est donc pas mauvais que chaque fois qu'on demande à marcher, je vais vous dire en RDC, chaque fois que Fayolo ou quelqu'un d'autre dit que tel n'a pas gagné, on lui dit, allez, tu peux marcher. Et il marche. Et le soir, il est avec le président qui a été élu. On peut prendre des photos. Mais en journée, il a dit que toi, tu n'as pas été élu. Bon, qu'est-ce qui empêche qu'au Cameroun, on donne la santé aux Camerounais qui veulent marcher? Bon, chaque pays a ses habitudes et chaque dirigeant a ses motifs. On reste avec vous, François Mbokey. Le jeudi 29 octobre 2019, le président américain Donald Trump a décidé de suspendre le Cameroun de l'African Growth Opportunity Act, en abrégé AGOA. Cela prendra effet d'ici le 1er janvier 2020. Il faut rappeler que l'AGOA est une loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, qui est donc une initiative américaine qui permet aux pays d'Afrique subsaharienne de vendre leurs produits sur le marché américain sans droit de douane. Une loi publiée en 2012 avec pour objectif de promouvoir le commerce et les investissements entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne. François Mbokey, je reste avec vous. Le Cameroun qui sera suspendu de toutes les façons de cet accord. Est-ce grave pour la situation économique du pays? Ça dépend de quel côté vous prenez l'affaire. Sur le plan économique, jusqu'à date, on parle de 63 millions de dollars, donc à peu près 37 milliards en échange d'économie, donc prioritairement 90% le pétrole. Oui. Ça veut dire que le Cameroun n'exporte pas beaucoup d'autres biens vers les États-Unis. Oui. Donc, si c'est pour le pétrole, on peut se dire, bon, la mesure économique n'aura peut-être pas une grande portée. Mais vous savez, le monde est globalisé depuis un certain temps et chaque fois que quelque chose se passe mal ou bien dans un coin du monde, c'est relayé. Et les États-Unis sont quand même, et restent les États-Unis d'Amérique, qui sont ce grand pays. Et donc, lorsque son président de la République dit que vous ne ferez plus partie de ses partenaires économiques, bon, en fait, l'AGOA, comme vous le disiez, cette loi qui avait permis donc, parce qu'il faut voir que le président américain, je pense que c'était Bill Clinton, qui avait pensé que au lieu de faire une sorte de partenariat d'État où on va parler d'aide, il va aider les États à vendre et gagner donc plus d'argent sur les droits de douane qu'ils allaient économiser, au lieu de faire peut-être comme certains partenaires européens qui vous permettent, qui vous disent on va venir avec les CD2 ou autres partenariats sous forme d'aide. Alors cette loi est passée et dans les États qui exportent donc vers les États-Unis avec donc les droits de douane qui gagnent en plus de l'argent qui se faisait. Alors maintenant, ça veut dire que si nous allons exporter vers ce pays, nous allons payer normalement les droits de douane, ce qui va toucher profondément notre bénéfice. Mais comme je l'ai dit, les derniers chiffres des échanges n'ont pas été suffisants. Mais côté politique maintenant, c'est d'où la mesure devient très forte. Parce que, comme je l'ai dit, quand on a dit les États-Unis vous suspendent, ils donnent la raison pourquoi. Ils disent que le Cameroun, ils ont vérifié, ils ont averti depuis longtemps que le Cameroun ne respecte pas les droits de l'homme. Il y a des tortures, des exécutions. Des exécutions extrajudiciaires. Et des manifestations aussi, parce qu'il faut vous dire que voilà autant de choses qui alourdissent souvent l'image du Cameroun, mais que certains dirigeants ne peuvent pas voir.
interdire une manifestation. Vous savez pas ce que ça fait. Chaque fois que vous interdisez, il y a des gens qui comptent. Et ça peut, à un moment, jouer un sale tour au pays lorsque nous sommes en compétition quelque part. Alors, c'est un peu le risque que le Cameroun va courir, que les États-Unis ayant des partenaires multilatéraux, bilatéraux, de même que le Cameroun, sur le plan économique, peuvent dire si les États-Unis pensent que le Cameroun n'est pas fréquentable économiquement, que nous aussi, on va freiner le pas jusqu'à ce qu'on revienne au meilleur sentiment. Ou alors, on va se dire, ce pays-là, où on ne respecte pas les droits de l'homme, continuer de traiter économie, c'est donner de l'argent au pouvoir en place, de continuer de massacrer des populations. Donc voilà des portées politiques qui peuvent avoir des conséquences, pas seulement sur le gouvernement ou les gouvernants, mais sur l'ensemble des populations. Déjà, nous venons de voir que l'économie se porte très mal, et ajouter à ses partenaires, vous savez que ça va de pair, les partenaires politiques, ils sont toujours économiques. Donc, lorsque nous nous séparons sur le plan économique, forcément sur le plan politique, nous aurons des antagonismes. Est-ce que le Cameroun est prêt aujourd'hui, avec les problèmes que nous avons en interne, à gérer aussi d'autres problèmes avec des partenaires multilatéraux ou bilatéraux sur des problèmes peut-être de moindre ordre que l'on aurait pu gérer et avoir mérité la confiance que nous avons toujours mérité jusque-là. Moi, je pense que c'est une sanction, ça entre en vigueur le 1er janvier. Mais si d'ici peut-être le 1er ou le mois de février, le Cameroun démontre, parce qu'il faut vous dire, c'est des enquêtes qui sont faites ici sur place, qui partent et vous n'avez jamais vu le président américain ici. Ce sont des enquêtes qui sont faites là, les rapports, comme des gens disent, et on n'a pas donné la manifestation, on a tabassé les journalistes, on a tabassé les politiciens, les vidéos que les gens envoient, comment l'armée fait son travail. Voilà. Donc autant de petites choses qu'il faut canaliser pour éviter que le pays ne sombre. D'accord. Maurice Komou, au-delà de cette sanction économique, il y a la situation de dégradation presque des relations entre le Cameroun et les États-Unis. Les deux pays ont été en désaccord sur plusieurs questions, notamment les États-Unis qui, dans le cadre de la pacification, la résolution, j'allais dire, de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, avaient demandé la libération par son congrès des leaders ambazoniens, ce qui n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. Le pays avait omis de féliciter le président Paul Biya pour sa réélection. Alors qu'on se réjouissait encore du grand dialogue national, le pays a demandé la tenue de nouvelles assises. Selon vous, quelles peuvent être les implications politiques de cette sanction des États-Unis? Écoutez, de toute façon, la première implication, elle est économique. Je pense que Monsieur François a bien fait de dire les liens. Sauf que cela ne se fait pas directement ressentir tel qu'il a bien expliqué. Sûr, mais notre économie se porte mal. S'il faut qu'on en rajoute des gouffres, vraiment, où est-ce qu'on va prendre de l'argent pour combler ces gouffres-là? Moi, je pense qu'aujourd'hui... Je vous donne un chiffre. Selon l'Institut national de la statistique, seuls 2,6% des produits camerounais sont vendus aux États-Unis à travers ce canal, qui n'est pas le seul. Non. Bon, écoutez, autour de 30%. 2,6 produits camerounais. Écoutez, je crois... Le pétrole y compris? Le pétrole y compris. Non, c'était 28,6%. Non, je parle de l'exportation globale, des exportations globales du Cameroun en direction des États-Unis. Oui. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à... Ce sont les chiffres de l'INS. Il n'y a pas grand-chose à exporter parce que si... je ne pense pas qu'il soit à jour. C'est autour de 30%. Si on importe encore du cuidant, je dis qu'il n'y a pas grand-chose à importer. C'est peut-être des ressources naturelles comme le pétrole et autres minéraux. Mais je voudrais quand même dire que, de toute façon, nous sommes en train de tendre véritablement vers une dégradation de la diplomatie, l'apaisement diplomatique entre les États-Unis et le Cameroun. Bon, d'aucuns me diront que les pays se valent, mais ça c'est politiquement, ça c'est du politiquement correct. Ouais. Mais dans la réalité, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre total parce que aujourd'hui, il faut quand même dire que c'est encore la première puissance économique du monde. La Chine est en train de talonner, mais je crois que ce qu'on doit se regarder en face et très souvent que les gouvernants, disons les ministres, se concertent pour
pour ne pas chaque fois remettre en cause ou chercher à justifier ce que les autres disent de nous. Parce que dénoncer, c'est pas qu'on vous aime pas, c'est qu'on veut que vous changez un peu. Quand on dit que des gens volent dans l'administration publique, c'est pas du mensonge. Quand on dit que c'est vraiment, il y en a qui se comportent comme des Camerounais en transit, c'est-à-dire que quand vous entendez que quelqu'un a volé 52 milliards à lui seul, vous vous demandez, est-ce qu'il est encore normal? Quand on vole encore 52 milliards, ça veut dire que, en fait, ce n'est même plus qu'on a faim. C'est que cet argent-là doit servir à autre chose. Et on se demande c'est quoi cette boulimie financière qui anime un certain nombre de nos dirigeants. Donc, quand on remet en cause un certain nombre de choses, et notamment nos partenaires économiques, il faut un temps soit peu qu'on s'arrête et qu'on se dise peut-être on a fauté quelque part. Parce que j'en parle parce qu'il y a eu le ministre de l'administration territoriale, Tangandji, qui a fait une sortie pour dire que voilà, c'est les sécessionnistes qu'il faut condamner, etc. Oui, il faut condamner les barbaries de ces gens-là, mais également, il faut quand même reconnaître que les forces de l'ordre ont posé également un certain nombre d'actes. On a vu des vidéos circuler où, effectivement, on était en train de brûler des villages tout entiers et ce sont nos forces de l'ordre qui versaient du pétrole. Donc, ça s'est vu, les vidéos existent. Donc, aujourd'hui, je crois que le Cameroun ferait mieux de revoir, n'est-ce pas, la gestion de cette diplomatie entre notre pays et les États-Unis parce que visiblement on ne fait pas le poids. D'accord, je voulais faire une précision avec François Bocquet sur le pourcentage que j'ai évoqué tout à l'heure. Dans les recherches que j'ai effectuées pour préparer cette émission, j'ai quand même eu à constater que les États-Unis ne font pas partie des destinations prisées pour les exportateurs camerounais. Alors la Chine, par exemple, a à elle seule 22% des exportations et est le plus gros, la première destination, suivie de l'Italie, des Pays-Bas, la France avec 5%, l'Espagne 5,9% également. Ces 5 puissants à elles seules font 77,5%. Alors je reste accroché à ces chiffres-là. À ce taux, peut-être qu'on pourra vérifier par la suite. Non, je pense que les taux dont je parle doivent être là, c'est-à-dire les échanges qu'on a eu jusqu'à l'année dernière, c'est-à-dire les rapports 2018. D'accord. Peut-être l'INS n'a pas été à jour. Alors, au Mali Zanga. Volume d'échange. D'accord. Au Mali Zanga, est-ce qu'il y a un intérêt géopolitique derrière cette décision? Moi, je crois que c'est déjà. Autrement dit, le Cameroun est-il victime d'acharnement? C'est ce qu'il faut relever. Moi, je ne vois pas je ne vois pas trop le volet économique. Économique, oui. Non. Parce que lorsqu'un pays, un grand pays démocratique et fort comme les États-Unis peuvent estimer qu'au Cameroun, il n'y a pas eu de dialogue et qu'il faut balayer du revers de la main tout ce qui a été fait, c'est quand même prétentieux. C'est vrai, comme disait le frère tout à l'heure, on ne peut pas comparer le Cameroun aux États-Unis parce qu'ils sont forts. Mais ce n'est pas parce qu'on est fort. Et le Cameroun est un État souverain, il faut le dire. En fait, en politique, en réalité, il n'y a pas de souveraineté. C'est un rapport de force. Il faut le dire clairement, c'est un rapport de force. Et j'ai donc l'impression que c'est parce qu'ils estiment qu'ils sont forts qu'ils veulent nous imposer un certain nombre de choses. Vous avez quand même bien fait de relever que le ministre de l'administration territoriale a relevé un certain nombre de choses. Parce que lorsqu'on essaie un peu de regarder ou d'observer les rapports qui sont faits, en réalité, on n'a jamais condamné les sécessionnistes. Et on ne comprend pas pourquoi. Avec les atrocités qu'il y a au nord-ouest et au sud-ouest, on estime que l'armée camerounaise est répressive, elle ne respecte pas les droits de l'homme. Vous avez vu le Boko Haram. Je ne sais pas si vous vous rappelez des images qui circulaient où on égorgeait les gens. Tout à l'heure, nous avons parlé de la gardienne de prison. Oui, Florence. Lorsqu'on regarde ça, donc pour eux, ça ne veut rien dire. Alors, mais il faut quand même relever quelque chose. C'est que les États-Unis sont dans une posture qui est claire. Pour les États-Unis, il faut diviser le Cameroun. Il faut diviser le Cameroun. Ils partagent clairement l'idéologie séparatiste. Il faut diviser le Cameroun. Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de pétrole dans le sud-ouest. Parce que le problème en réalité, c'est le sud-ouest. Donc pour eux, l'unité du Cameroun importe peu. Parce que c'est un rapport de force,
c'est un rapport d'intérêt. Ils n'ont pas de... Moi, c'est comme ça que je Quelle appréciation faites-vous de la gestion des droits de l'homme au Cameroun? Je vous prends un chiffre de l'ONG Amnesty International qui faisait déjà état, effectivement, au début de cette année, de ces, j'allais dire au mois de juillet, de ces cas d'exécution arbitraire et extrajudiciaire, arrestation arbitraire, des actes de torture dans le cadre de cette crise, 23 cas qui avaient été relevés par Amnesty International. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il ne revient peut-être pas au Cameroun, à l'État du Cameroun, de se perfectionner davantage sur ce plan? Vous savez, la perfection est une dynamique. C'est-à-dire que... Oui, c'est pour ça que je dis se perfectionner. Aucun homme ne peut d'aller dans ce processus. Prétendre être parfait, ou aucun État. On est d'accord. Ça veut dire que de par le principe, il faut être perfectible. Oui. Maintenant, Amnesty International, vous savez que ce n'est pas le premier rapport. Tous les rapports qu'ils ont sortis sont biaisés. Tous les rapports. Moi, je suis d'accord sur un fait, c'est que les droits de l'homme au Cameroun, ce n'est pas encore ça. Et nous sommes un pays, comme on dit, en voie de démocratisation. Parce que même la démocratie n'est qu'un principe. Un idéal. Un idéal. Aux États-Unis, vous savez qu'il y a des États aux États-Unis où la peine de mort existe. Lorsqu'on parle de droits de l'homme, c'est quand même... j'ai l'impression qu'ils se moquent de nous. Donc Donald Trump n'a qu'à balayer devant sa cour. Parce que lorsqu'on parle de droits de l'homme, oui, et que le droit à l'arme à feu est autorisé. Mais de quel droit de l'homme? Où je peux sortir, je te bute, je rentre là, l'autre sort, il bute l'autre. Non. Vous savez que les États-Unis ont publiquement exécuté Saddam Hussein. Vous savez ça? On peut exécuter un être humain, mais en cachette. On annonce qu'il a été exécuté, mais publiquement, devant les caméras. Mais est-ce que vous pouvez imaginer l'impact que cela peut avoir pour son peuple, pour sa famille, pour les autres pays? Merci. Mais comment parler de droits de l'homme? Merci. Ce sera votre dernière prise de parole sur ce plateau. Avec vous, Maurice Kemou, nous sommes déjà à quelques minutes de la fin de cette émission. Comment entrevoyez-vous la suite? Vous pensez que l'État du Cameroun va revoir sa position? Je crois que au sujet des droits de l'homme, en particulier pour ce qui est de la crise dans le nord-ouest et le sud-est. Voilà, l'État a tout intérêt à revoir sa position et je crois qu'il ne faut pas être dans une posture de justification tout le temps. Je crois que ces ONG, Amnesty International et autres, sont installés au Cameroun et chaque fois qu'ils font un rapport, je crois qu'il faut entrer dans le fond de ce rapport et se dire qu'effectivement, ils ont eu à observer un certain nombre de choses et de méfaits vis-à-vis des forces de l'ordre, effectivement, parce que ici, on revient même dans le cas, c'est vraiment pour terminer rapidement, du refus d'entrée du MRC Bolova. Vous allez voir que les forces de l'ordre étaient là et c'est comme s'ils observaient. Vous comprenez un peu cette scène-là, eux qui sont censés mettre de l'ordre, puisqu'on a monté des populations et on dit non, ce sont les populations qui ont refusé, alors que ce ne sont pas les populations. Donc, je crois que lorsque les Gilets jaunes ont manifesté, est-ce que Amnesty International a-t-il fait un rapport? D'accord, merci. En tout cas, nous sommes encore au Cameroun et on dit on a tout intérêt à revoir les liens. François Bokeh, la presse camerounaise a signalé que d'autres sanctions pourraient être prises si le Cameroun ne s'améliore pas pour ce qui est de la gestion des droits de l'homme. Il faut quand même signaler qu'au mois de février de l'année 2019, l'administration américaine avait déjà sévi sur le cas du Cameroun en raison de sa politique sécuritaire. Elle avait mis fin à l'aide, à l'assistance, à plusieurs programmes d'assistance militaire qui étaient chiffrés à un montant de 17 millions d'euros. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les relations entre les deux nations vont se dégrader davantage ou alors nous partons vers un consensus? Il faut comprendre que la réaction des États-Unis comme de l'Europe sont du fait que vous savez qu'ils demandent que le dialogue reprenne. Oui. Parce que selon eux, les vrais acteurs n'ont pas pris part au dialogue. Et ce qui se passe aujourd'hui peut leur donner raison. Nous avons couvert ce dialogue en tant que journalistes. On n'y a pris part. On a vu des personnalités qu'on nous a présentées comme étant des chefs de gang
qui allait arrêter donc la guerre, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'armée camerounaise, effectivement, qui va chercher les sécessionnistes, entre guillemets, où ils sont, mais c'est qu'il y a ces gens qui viennent vers la ville, qui, pour vivre, pour s'exprimer, essayent de causer des actes de barbarie un peu partout. Donc, les autorités américaines comme de l'Europe voudraient qu'il y ait des représentants et qu'on écoute la partie qui a des revendications. Et c'est ça le problème. Ils n'ont donc pas l'impression que le dialogue tel qu'il s'est passé a réuni ces personnes. Oui. Et dans tous les pays du monde entier, il faut qu'on le dise, on ne peut pas signer un accord de paix avec les chefs de guerre. Ce sont les donneurs d'ordre qui viennent signer les accords de paix et disent donc maintenant à leurs chefs de guerre d'arrêter la guerre parce que le mot est déjà passé. Malheureusement, au Cameroun, on nous a montré des militaires. Aucun donneur d'ordre n'a pris part à ce dialogue. Et vous voyez donc que le même jour, on exécutait une dame. Quelques jours après, ça continue. Un inspecteur de police. Donc, voilà un peu ce qui justifie cette position peut-être américaine qui pense que le gouvernement camerounais ne fait pas assez pour aller vers le dialogue, pour trouver des solutions durables. Merci, chers messieurs, on n'en dira pas plus de toutes les façons. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Merci à vous, chers messieurs, d'avoir fait le déplacement. Quant à vous, à la maison, avant d'abord, j'aimerais remercier toute l'équipe technique, sans laquelle ce programme n'aurait pas pu être réalisé. Je remercie Bélane Diani à la caméra. Je remercie Christian Tamo à la réalisation. Je n'oublie pas William Kamga à la sono. On remercie également toute la direction générale de H Télévision, coiffée par monsieur Xavier Messier, à qui on passe un sympathique bonsoir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain, lorsqu'il sera exactement 21h. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.